BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch. Au sommaire des pionniers cette semaine, le tête-à-tête pour commencer avec une légende du cinéma français, réalisateur, producteur, scénariste. Sa filmographie comprend plus de 50 films qui ont reçu les plus belles récompenses au monde. Nous lui devons des chefs-d'œuvre comme Un homme, une femme, L'aventure, c'est l'aventure, Les Misérables et bien d'autres. Mais sa source d'inspiration à lui, ce sont ses échecs dont il nous parlera et d'où il tire toute sa créativité. Nous allons avoir le plaisir de recevoir sur le plateau Claude Lelouch. Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Mirabelle Martinon, cofondatrice de Wellbeing Journey, une plateforme qui facilite la vie quotidienne des collaborateurs et de leur famille. Et notre deuxième pitcher sera Sébastien Seguin, fondateur d'Alpha Academy, une autre plateforme qui permet aux professeurs de protéger, valoriser et partager leurs créations intellectuelles. Et tout de suite, place au tête-à-tête avec Claude Lelouch. Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Claude Lelouch. Bonjour Claude. Salut. Salut. Alors, tu es un pionnier du cinéma français par la taille de ta filmographie et aussi par les innovations que tu y as apportées. Tu as réalisé 51 films, dont certains ont obtenu évidemment les plus belles récompenses et tu en réalises encore actuellement. Tu préfères les échecs au succès parce que c'est des échecs que tu apprends le plus. Alors, préféré, on verra ce que ça veut dire. Le mot préféré est peut-être un peu fort. En tout cas, c'est d'eux que tu tires la plus grande créativité. Tu es un philosophe de la vie et tu aimes les phrases courtes qui en disent long. Alors, tu connais le principe de l'émission. On va d'abord s'intéresser à ton parcours, les grandes étapes, et puis on plongera dans ton univers pour tout comprendre du cinéma, de ton cinéma. On va explorer ton esprit pionnier, la manière avec laquelle tu réfléchis, tes émotions, tes apprentissages, tout ce qui peut servir en fait à toutes les personnes qui ont envie de quelque part se réaliser le plus loin possible. On va essayer de se mettre à ta place, comprendre comment tu prends tes décisions, et on va commencer tout de suite. Alors c'est parti. Tout commence en 1937 à Paris. Dans le 9e arrondissement, tu es né d'un père juif algérien et d'une mère française. Et lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, vous déménagez en Algérie française. Mais ta mère décide de revenir quand même avec toi en France en 1941. Comment ça se passe pour toi, toute cette période-là ? C'est l'enfance. Il n'y a rien de mieux que l'enfance, même en période de guerre. Je veux dire que les parents sont là pour nous protéger et nous faire croire que le pire est un jeu. Donc, j'ai été protégé par mes parents et sous l'occupation, quand on était recherché par la Gestapo, ça a été une des plus belles périodes de ma vie dans la mesure où ma mère me cachait dans les salles de cinéma. C'était un des rares endroits où on n'arrêtait pas encore les gens, et les juifs en particulier. Et donc, j'étais un enfant très turbulent, et mes parents se sont aperçus que la seule chose qui me calmait, c'était le cinéma. Un jour, ils m'ont amené au cirque, là j'étais très calme, et puis après au cinéma, puis tiens, pendant 2 heures, il n'a pas bougé, c'est un miracle. Donc très vite, le cinéma est devenu ma nurse. On me confiait plus au cinéma qu'à des gens, et sous l'occupation, comme ma mère avait plein de choses à faire, et qu'on était recherché, elle a eu la très bonne idée de me confier 2 heures de l'après-midi à des ouvreuses. Il y avait des ouvreuses à l'époque dans les cinémas. Et puis de 2 heures à 6 heures de l'après-midi, j'étais scotché devant l'écran, fasciné, émerveillé. Je me disais, mais ces gens qui sont sur l'écran, c'est les mêmes que ceux qui sont dans la rue, mais en plus réussis, en plus beau, en plus intelligent, en plus courageux. Et donc, je me suis habitué à fréquenter ce monde du rêve. Et comme on ne meurt jamais d'une overdose de rêve, je me suis shooté au cinéma toute ma vie. Voilà. Et alors après la guerre, tu fais des études secondaires, mais tu échoues au bac. Et c'est là que ton père t'offre une caméra. Qu'est-ce que t'en fais ? Eh bien, ça a changé ma vie. L'école, ça a été un cauchemar. Ça a été les pires années de ma vie, parce qu'il fallait écouter des mecs qui ne m'intéressaient absolument pas. Je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient. J'avais qu'une seule envie, c'était faire le mur l'après-midi et l'école buissonnière pour retourner au cinéma, puisque j'avais pris de mauvaises habitudes sur l'occupation. Oui, c'est sûr, quand on va au cinéma toute la journée, après à l'école... Voilà, donc les études ont morflé, et 2 jours avant le bac, mes parents, j'ai
surpris une conversation entre mon père et ma mère dans la cuisine. Et ma mère était très inquiète. Elle dit: «Qu'est-ce qu'on fait de Claude s'il rate son bac?» Parce que... Et mon père, il dit: «Bah, écoute, hein, puisqu'il aime le cinéma, je lui achète une caméra et qu'il se démerde.» Voilà, ça a été la plus belle nouvelle de ma vie. Peut-être le plus beau jour de ma vie. Évidemment, le jour du bac, je n'ai pas forcé. J'avais tellement plus envie d'avoir une caméra que le bac. Et mon père étant un homme de parole, effectivement, quand je suis rentré à la maison le soir et que je leur ai dit: «Bah, écoutez, j'ai raté mon bac», mon père m'avait acheté une caméra 16 mm. Et il m'a dit: «Écoute, voilà, maintenant tu te démerdes. Tu te démerdes, c'est la dernière chose que je te donne. Je m'occupe plus de toi. Tu as voulu faire des études de merde, bon, donc tu es dans la merde. Et tu vas sortir de la merde tout seul. Voilà. Et comme tu prétends qu'avec ta caméra, tu vas pouvoir faire des miracles, voilà.» Et donc, cette caméra, dès que j'ai eu cette caméra entre les mains, donc j'ai appris le cinéma comme on apprend le cinéma d'amateur. J'ai commencé par faire des films d'amateurs. J'ai d'abord fait tourner ma famille, mes copains, mes amis. Et puis très vite, j'ai eu envie de parcourir le monde. J'avais envie d'être reporter. Au départ, je ne pensais pas que je serais metteur en scène, que j'écrirais des histoires et que je deviendrais ce que je suis devenu. Donc je suis parti dans le monde entier. Et à l'époque, je suis parti d'abord aux États-Unis. J'ai fait 2 films aux États-Unis. Ensuite, je suis parti, quand j'ai été très déçu par l'Amérique, je dis: je vais aller voir ce qui se passe en Russie, puisque à l'époque, il y avait l'Amérique et la Russie. Il fallait choisir son camp. Je suis parti à Moscou. J'ai tourné pendant 2 semaines à Moscou avec une caméra cachée parce que je n'avais pas le droit de tourner. J'avais accroché la caméra sur ma poitrine avec un imperméable et je marchais comme un petit bossu. Et à Moscou, il y a eu le miracle. Le miracle des miracles, j'ai eu la chance de pouvoir aller sur un plateau de tournage au studio Mosfilm. Mon chauffeur de taxi m'a dit: j'ai un pote là-bas qui peut nous faire rentrer au studio. Et ce jour-là, on tournait à Moscou Quand passent les cigognes de Mikhail Kalatozov. Et j'ai passé la journée sur ce plateau. J'ai sympathisé même avec le metteur en scène, Mikhail Kalatozov, qui parlait un peu français, et qui m'a laissé faire une sorte de making-of du tournage. Et c'était fabuleux. Il y avait un immense décor, un escalier construit, une caméra qui montait dans l'escalier avec les personnages. Et ce jour-là, je me suis dit: voilà le métier que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Ce jour-là, je me suis dit: qui est le plus important, la caméra ou l'acteur? Et ce jour-là, j'ai compris que la caméra était l'acteur le plus important du cinéma. D'abord parce qu'elle a tourné dans tous les films de l'histoire du cinéma, elle est dans tous les plans, elle est invisible. Et donc je me suis dit: je vais apprendre à me servir de cette caméra un peu mieux que les autres pour voir tout ce qu'on peut en faire. Et c'est en cherchant ce qu'on pouvait faire avec une caméra que petit à petit, j'ai fait 51 films. Alors justement, tu parles de la caméra, mais aussi des acteurs. Il paraît, enfin, on en est tous sûrs aujourd'hui, que tu aimes bien surprendre tes acteurs sur les plateaux de tournage. Et nous, aujourd'hui, on a une surprise pour toi. C'est-à-dire que dans notre émission, on a une journaliste qui nous présente le parcours de l'invité. Et aujourd'hui, cette journaliste, c'est Rebecca Blanc-Lelouch, c'est ta petite fille. Ah, ça c'est une surprise. Et c'est une belle surprise. Voilà, déjà, la journée est gagnée. Rebecca. Je voulais juste raconter une anecdote qui, pour moi, t'illustre très bien. Il s'agit d'un des films que j'aime le plus pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est selon moi un des films qui te ressemble le plus. Il combine improvisation, risque et talent avec une touche de romantisme en plan séquence. Il est tout le long à la limite de l'accident et a donné lieu à des dérapages, au sens propre et figuré du terme, que la critique a d'ailleurs souvent sanctionné pendant ta carrière, puisque tu es un des seuls à avoir l'art de dire ce que tout le monde pense tout bas. Mais si on te connaît, on sait que ce sont précisément pour ces dérapages que tu as réussi et que tu as toujours réussi à donner rendez-vous au public. La deuxième raison pour laquelle c'est un de tes films que j'aime le plus, c'est parce que je sais que tu l'as fait avec la fin d'une pellicule qui te restait après le tournage de Si c'était à refaire avec Anouk Aimée et Catherine Deneuve, et que depuis petite, j'entends que tu ne gâches jamais un bout de pellicule, que tu as fait ce court-métrage sur un coup de tête, un 13 août à 6h du matin, au volant de ta voiture. Tu as voulu tenter cette traversée de Paris et que tu as réussi sans trucage ni accéléré. Et la troisième raison pour laquelle c'est un de tes films que j'aime le plus, c'est que tu as fait cette traversée de la Porte Dauphine au Sacré-Cœur de Montmartre en 7 minutes pour aller à un rendez-vous avec une femme, ce 13 août 1976, et que cette femme, c'est ma grand-mère.
elle a merveilleusement résumé ce petit film qui est un plan séquence sans aucun trucage. C'est la grande, c'est une cascade, c'est la plus grande cascade de l'histoire du cinéma sans trucage et en plan séquence. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est peut-être le film le plus vu au monde, puisqu'il est sur... moi je l'ai vu, et je l'ai vu en boucle pas mal de fois. Il est en Chine, ou en Inde, au Japon, enfin partout, il passe. C'est un rendez-vous. Et il y a des tas d'endroits où je suis plus connu avec ce petit film, qui est un court-métrage, qu'avec Un homme et une femme. Voilà, donc c'est vrai que c'est à la fois le film dont je suis le plus fier et dont j'ai le plus honte, puisque on montre dans ce film tout ce qu'il ne faut pas faire au volant d'une voiture. Voilà. Et alors, tu as un début de carrière difficile. Tu réalises plusieurs films qui peinent à trouver leur public pendant près de 10 ans. Et puis, en 66, justement, tu réalises Un homme et une femme. Et cela te propulse à l'avant de la scène mondiale. Alors, Palme d'Or à Cannes, 4 Oscars, 4 Golden Globes, etc. Qu'est-ce que tu ressens là, à ce moment-là, après toutes ces années de recherche, d'essais et ce premier succès? Je pense, je commence à croire au miracle. Et je me dis que si les miracles s'intéressent à mon cas, c'est que je suis intéressant. Qu'est-ce que c'est que les miracles ? C'est le divin qui, à un moment donné, s'intéresse à toi. Voilà. Les artistes, pour moi, je pense qu'on est les chouchous du bon Dieu. On est les espions du bon Dieu. Mais tu dis que le bon Dieu aussi, c'est le meilleur scénariste. Hein, oui. Parce que... c'est le plus grand scénariste du monde. Enfin, la vie est le plus grand scénariste du monde. Et je travaille avec ce grand scénariste, voilà. Moi, mes films sont des films d'observation. Tous les personnages de mes films sont des gens que j'ai croisés dans la rue, plus ou moins, qui ont interpellé ma mémoire, qui m'ont intéressé un peu plus que les autres. C'est pas des héros, c'est pas des salauds, ça n'existe pas. Ça, les héros et les salauds, ça n'existe que dans les films américains. Dans la vie, ça n'existe pas. Mais dans la vie, il y a des gens qui sont un peu moins dégueulasses que les autres. Et ceux-là, ils m'intéressent. Alors, tu as beaucoup tourné avec des acteurs incroyables, Jean-Louis Trintignant, Belmondo, Anouk Aimée, Charles Gérard. Et pour 35 de tes films, tu as collaboré avec Francis Lay sur la musique. Alors, quelle place occupent les personnes et la musique dans ta conception des films et de la vie ? La musique, c'est le premier médicament que je prends quand je ne vais pas bien. Avant d'aller chercher l'aspirine et le reste, et les bombes atomiques, je commence toujours par la musique. La musique, je pense que c'est le langage du divin. C'est une langue universelle. Dans tous les pays du monde, la même mélodie peut interpeller des gens qui sont différents, de religion, de race et de langue. Donc, j'ai très vite compris que la musique allait être un personnage important dans tous mes films. En plus, j'ai commencé dans les années 62, 63. J'ai fait pas mal de Scopitone, qui étaient les clips de l'époque. Et j'ai grandi avec toutes les grandes stars de la chanson française dont je filmais les chansons. Et c'est en les filmant que je me suis aperçu que j'allais pouvoir dire avec la musique encore plus de choses qu'avec les mots. Et que la musique, elle parle à notre cœur, alors que le scénario parle à notre intelligence. Et comme notre intelligence a le sens des affaires, évidemment, il faut s'en méfier un petit peu. Alors que notre cœur, lui, selon son accélération ou ses ralentissements, nous parle de l'essentiel. Voilà. Et aujourd'hui, on a besoin d'aller à l'essentiel. Et qu'est-ce qui parle le mieux ? Notre essentiel, c'est la musique. Alors, tes échecs t'ont inspiré tes meilleurs films. Tu peux nous raconter comment tu as eu l'idée de Un homme et une femme ? C'est vrai que le pire n'est jamais décevant. Jamais. Et c'est à chaque fois que j'ai été très mal que j'ai été le plus créatif. C'est toujours à chaque fois que j'ai été au bord du suicide que j'ai eu les meilleures idées. Comme si on me lançait une bouée, comme si d'un seul coup, on venait à mon secours. Voilà. Et c'est vrai que la souffrance est la plus belle université qui soit. La souffrance m'a rendu créatif. Enfin, quand j'ai la souffrance,
il faut que je relative. Oui, c'est ça la souffrance d'un échec quand un film ne trouve pas son public. Ça Là, se je suis très malheureux. traduit comment? Je Tu es suis très malheureux, mais parce que est-ce bah, que tu voudrais qu'il y ait du succès pour que ce que tu penses, reflète quelque part ce qui plaît à d'autres? Ou est-ce que, si tu as du succès, ça te donne des moyens, si tu as des moyens, tu peux continuer ta passion et avec, justement une démultiplication? Est-ce que c'est simplement, voilà, une recherche d'une reconnaissance ou une recherche de moyens pour, continuer à vivre de sa passion? quand je fais un film, c'est comme si, je faisais une déclaration d'amour à une femme. C'est pareil. Tout repose sur l'amour. Tout le mal qu'on se donne dans la vie, c'est pour aimer ou être aimé. Et quand je fais un film, ce sont des déclarations d'amour au public. Et si le public ne vient pas, j'ai le sentiment d'être cocu. Je me dis, il n'est pas venu, donc je suis Il allait pas... voir un autre film? Voilà, alors après, j'essaie d'en faire un autre qui... le public, c'est lui le patron. Le vrai producteur de mes films, c'est le public. Oui. Ceux qui mettent leur nom au générique, c'est des intermédiaires. Mais le vrai producteur, si j'ai fait 51 films, c'est parce qu'il y a des gens qui sont venus les voir. Sinon, j'aurais pas pu en faire 51. Il faut être lucide dans la vie. Voilà. Enfin, donc, si tu veux, j'essaye. J'ai connu une époque où les gens pleuraient, maintenant ils pleurnichent. J'ai connu une époque où les gens riaient, maintenant ils ricanent. Voilà. Et j'ai essayé, quand j'étais malheureux, de pleurer dans mon coin. Quand je suis malheureux, je me cache. Je me cache et je ne veux pas spéculer là-dessus. Voilà. Et quand je spécule pas sur ma petite misère, eh bien, c'est à ce moment-là que je suis très créatif. D'un seul coup, c'est comme si le grand metteur en scène, là-haut, me récompensait, venait me consoler. Et il me dit, bah, écoute, voilà, je vais t'envoyer une idée. Tu vas appeler ça Un homme et une femme. C'est un très joli titre. Il est libre, etc. Et Un homme et une femme est né de ce désespoir. Un soir, je venais de présenter mon dernier film qui s'appelait Les Grands Moments et qui n'a intéressé personne. Donc j'étais désespéré. Je me suis dit, c'est mon 6e film, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Oui, surtout qu'au tout début, au premier film, je crois qu'il y avait les Cahiers du cinéma qui avaient même fait un titre effroyable qui Oui, oui. était Retenez bien ce nom-là, Claude Lelouch, parce que vous ne l'entendrez plus jamais. Voilà, mais c'est des visionnaires, hein, les C'est- cahiers du c'est- cinéma. On le sait très bien. Ils se sont trompés tout le temps. Donc c'était normal qu'ils se trompent aussi sur moi. Et donc, du coup, ça te donne de la force. Et en plus, tu as une inspiration additionnelle qui vient. Donc, tu n'as pas trouvé d'autres moyens pour le créer que de passer par cette phase-là, parce que c'est quand même douloureux. Non, non, parce que c'est... le marteau ne tape que sur les clous qui dépassent. Et j'ai toujours été un clou qui dépassait. Je suis un peu comme les paysans. Je ne suis pas assez savant pour raisonner de travers. C'est-à-dire que moi, quand il fait froid, je mets un manteau. Quand il pleut, je prends un parapluie. Je ne me pose pas de questions pour savoir si la pluie a bien fait de venir ou pas. Elle est là, je fais avec. Voilà. Donc, je suis un adepte C'est très stoïcien, ça. du présent. Je veux dire, je suis un fou du présent. J'adore le présent. D'abord, c'est la seule chose qui nous appartienne. On ne peut pas me le prendre. Le reste, j'en suis simplement le gardien. Et puis, le présent, il n'a pas le temps de vieillir. Et puis, le jour de ma mort, je suis très conscient que je vais payer 100% d'impôts, qu'on va tout me prendre. Je veux dire, Edith Piaf disait, on a dépensé que l'argent on a gagné que l'argent qu'on a dépensé. Les gens qui meurent milliardaires, ils font la plus mauvaise affaire de leur vie le jour de leur mort. Oui, c'est sûr. Il est temps pour nous de passer à la séquence suivante. Merci Claude. Alors, on poursuit avec la séquence Actu, avec Rebecca qui revient nous présenter tes actualités, les derniers projets en cours. Rebecca, c'est à toi. Alors, n'hésite pas à me couper si je me trompe, mais finalement, c'est le nom de ton nouveau film que tu as fini de tourner cet été et presque fini de monter. Tu l'as appelé comme ça car tu crois que c'est le dernier, mais moi je ne crois pas parce qu'il paraît que tu es déjà sur le prochain. À l'affiche, un acteur avec qui tu n'as jamais tourné, Kad Merad, qui joue le rôle d'un avocat qui tombe amoureux d'une autre femme que la sienne et qui, à cause d'un problème de santé, n'arrive plus à mentir. C'est un film sur la folie, la musique et l'amour, bien sûr, mais je n'en dirai pas plus parce que je sais que tu n'aimes pas trop qu'on parle de tes films sans qu'on les ait vus. Par contre, quelque chose que j'ai déjà vu, c'est le ciné-concert au Palais des Congrès l'année dernière, et tu reviens cette année, cette fois avec un ciné-spectacle symphonique, un assemblage d'extraits de tes 50 films en musique joués par le Pop Philharmonic Orchestra, en hommage notamment à tes amis
Francis Lay par exemple. La prochaine représentation parisienne est prévue le mercredi 15 novembre 2023 à la salle Pleyel et nous vous y attendrons nombreux. Elle connaît tout. Tout est dit. Elle sait tout, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Je viens de faire un film qui s'appelle Finalement. D'ailleurs, tous mes films, si j'en fais encore, je les appellerai Finalement 1, 2, 3, 4, puisque ce sont mes derniers films. Finalement est un grand film sur le monde d'aujourd'hui, sur la folie du monde d'aujourd'hui. C'est une comédie, c'est un film très musical, parce qu'encore une fois, la musique va pouvoir dire des choses que ne pourraient pas dire les paroles. Alors justement, par rapport à cette fin du monde, tu es optimiste? Enfin, quand on parle de fin du monde, on parle de tout ce qui arrive à la planète en ce moment, évidemment. Quelle sortie possible tu vois, tu imagines? Est-ce que tu en parles? Est-ce que ça te préoccupe? Mais cette fin du monde, c'est peut-être notre grande chance. C'est la grande chance de l'humanité aujourd'hui, car on va tout faire pour l'éviter. C'est vrai que si aujourd'hui on ne change pas les règles, si on ne réinvente pas un monde nouveau, on va droit vers la fin du monde. D'ailleurs, c'est la première réplique du film, c'est que j'annonce la fin du monde. Et après, les personnages de mon film... Après, c'est un flashback ou... Non, après, on va voir comment... Mais on peut... C'est comme quelqu'un à qui on dit, vous avez un cancer, et puis il y a ceux qui vont se battre et ceux qui ne vont pas se battre. Ceux qui vont le terrasser et ceux qui ne vont pas le terrasser. Aujourd'hui, la Terre a un cancer. On a un cancer qui est cette fin du monde. On est en train de nous dire qu'elle se prépare. Mais cela dit, il y a eu déjà plusieurs fins du monde. Depuis 5 milliards d'années que le Soleil nous éclaire, la fin du monde, c'est un rituel. Alors, cette fin du monde, on peut aujourd'hui en faire un événement positif colossal. C'est parce que on sait que cette fin du monde est possible que nous allons nous surpasser, que le genre humain va faire des choses extraordinaires. Et encore une fois, je suis très positif. C'est la meilleure nouvelle qu'on pouvait nous annoncer, c'est cette fin du monde, parce que ça va nous donner un coup de pied au cul et on va être obligé de se remuer. Voilà, on va être actifs. Alors donc, pour conclure cette émission, on a une deuxième surprise pour toi. C'est une surprise qui est une nouveauté. C'est notre nouvelle rubrique de la saison 2 des Pionniers qui s'appelle le Quizik. Alors, bienvenue dans la séquence Quizik. Qu'est-ce que c'est le Quizik? Eh bien, c'est une série de questions, donc d'où le quiz, accompagné d'une musique, la zik, que tu aimes bien, n'est-ce pas? Et tu dois répondre en quelques secondes. Ça va très vite. Est-ce que tu es prêt? On lance le chrono. Ah non, pardon, il n'y a pas de chrono. Donc on ne lance pas de chrono. Alors, on va commencer tout de suite par la première question. Quel est ton film favori de Claude Lelouch? Eh bien, c'est comme si tu me demandais quels sont mes enfants préférés. Donc là, tu en as 51, il n'y en a pas. Je les aime tous. Alors, quel est ton film favori de quelqu'un d'autre? Chantons sous la pluie et Quand passent les cigognes. J'en ai 2. Ah, t'en as 2. Quelle est ta version préférée de C'était un rendez-vous, 1976 ou 2020? 2020. Pour toi, l'amour, c'est un sentiment, une nécessité, une bizarrerie, un plaisir, des emmerdes ou encore autre chose? C'est nos emmerdes préférées. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu avais 20 ans? Essaye de faire du cinéma. Qu'est-ce que tu aurais aimé inventer? Eh bien, ce que j'ai inventé un petit peu, c'est-à-dire la possibilité de permettre au cinéma de filmer la vie. De filmer la vie pour justement essayer de la faire aimer à un maximum de gens. Quel est ton mot favori? Ma fancolo. Quel est ton talent caché? La curiosité. Pas trop caché celui-là. Non, mais c'est à la fois mon talent et mon défaut principal. C'est un talent et un défaut. Eh bien écoute, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Et bien sûr, tout le monde aura reconnu la musique qui accompagne ce Quizik. C'est la bande originale de Itinéraire d'un enfant gâté. Itinéraire d'un enfant gâté, que tu as réalisé avec tes amis Francis Lay et Jean-Paul Belmondo. Absolument, à qui j'envoie
toute mon amitié tous les jours, ainsi que Johnny Hallyday, Jacques Brel, Charles Gérard, Annie Girardot. La liste est impressionnante. Tous mes potes sont au cimetière ou dans des EHPAD. Alors il faut que je me fasse de nouveaux potes. Claude, c'est la fin de ce tête-à-tête des pionniers. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ton monde, ta philosophie, tes amours, tes emmerdes, tes films, tes musiques et ton optimisme. Merci beaucoup, Claude. Merci. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.